Eh bien, bonsoir à tous. Donc voilà pour le deuxième atelier en distanciel sur les différents modes. Donc c'est encore un atelier comme comme le mois dernier, pardon, qui est plutôt orienté débutant. Mais ça fait pas de mal de revenir un peu sur ces bases-là pour tout le monde. Un petit peu juste avant, là, je vais vous parler de 2-3 choses. Première chose, il y a un concours qu'on a ouvert sur Facebook pour, enfin, d'ailleurs, vous pouvez envoyer les photos même autrement, d'ailleurs pas seulement sur Facebook, sur l'automne. Le thème c'est l'automne jusqu'au 15 décembre. Donc voilà, si vous sentez l'âme de sortir faire quelques photos, on a le droit de sortir quand même 1 heure par jour, ça laisse quand même du temps pour faire quelques photos. Voilà, donc jusqu'au 15 décembre. Ensuite, deuxième chose, on a aussi une galerie photo. Il y a 2 galeries photo, même une sur Flickr et une sur, je sais plus, peu importe. Donc si vous voulez mettre vos photos sur la galerie, pareil, hein, vous pouvez soit nous les envoyer, soit via le forum du club. Donc on s'occupera, nous, de les mettre sur la galerie. Je crois que c'est 20 photos maximum par personne. Voilà, c'est tout là ce que j'avais à dire. On va commencer donc l'atelier sur les différents modes. Alors à cause de ce confinement, je suis seul. Donc je vais devoir gérer un petit peu tout. Donc si de temps en temps vous me voyez appuyer sur des boutons à côté, c'est normal, je vais gérer. Voilà. Alors allons-y, les différents modes. C'est parti. Normalement, les problèmes qu'on a eu la semaine dernière, enfin le mois dernier, je vais y arriver, avec la souris ne devraient plus se reproduire. Alors le sommaire, donc on va parler des modes qui existent justement. On va parler des avantages et des inconvénients du mode automatique. Le mode automatique, c'est ce que la plupart des gens utilisent, en tout cas tous ceux qui débutent. C'est bien, il a beaucoup d'avantages. On va d'ailleurs pas vous déconseiller, enfin vous conseiller de ne plus l'utiliser. C'est vraiment un mode qu'on peut utiliser régulièrement, mais il faut être conscient de ses limites, enfin des limites de ce mode. Et il y aura on va parler de 3 modes essentiels qui sont ceux qu'on va utiliser le plus quand on commence à faire de la photo un petit peu plus, de manière où on a besoin de maîtriser un petit peu plus ce qui se passe. Le premier mode, ça va être le mode entièrement manuel. Alors ce mode-là, vous allez voir, il est peut-être difficile à appréhender quand on débute, mais malgré tout, c'est celui qui va permettre le plus de choses, évidemment. Il y a un mode qu'on appelle le mode priorité à l'ouverture. Ce mode, il est pas mal utilisé, vous allez voir, c'est surtout quand on va faire des photos où on a besoin de maîtriser la profondeur de champ. Je ne sais pas si vous vous rappelez le mois dernier, mais on a fait un atelier où on a expliqué comment on pouvait maîtriser cette profondeur de champ. Et bien c'est grâce à l'ouverture, et donc ce fameux mode priorité ouverture va permettre de maîtriser la profondeur de champ. On a un autre mode qui s'appelle le mode priorité vitesse, où là on va maîtriser plutôt ce qu'on veut montrer au niveau mouvement. Est-ce qu'on veut figer quelque chose? Est-ce qu'on veut montrer un mouvement au contraire? Est-ce qu'on veut un flou de bouger? Bon, on verra. Et comment choisir le bon mode? Parce qu'en fait c'est bien, il y a tous ces modes, mais c'est pas évident de savoir lequel on va utiliser. Donc, hop, et je crois qu'il y a autre chose, voilà. Et puis on verra à la fin ce qu'il faut retenir. Il faut savoir que pendant cette présentation, comme le mois dernier, je vais m'arrêter 2 ou 3 fois, enfin 2 fois pendant et 1 fois à la fin, pour répondre éventuellement aux questions. Donc il y a quelqu'un qui, hop, je me reconnecte, voilà, Laurent Fialex qui est chargé de centraliser un peu les questions que certaines personnes vont poser sur le forum, enfin sur le chat associé à ce live. Et donc il va me faire un petit condensé et puis je m'arrêterai 2 fois et une 3e fois à la fin pour répondre à ces questions. Voilà, donc il ne faut pas hésiter si vous avez des questions à poser. Alors pour pouvoir poser les questions, il faut être connecté, donc voir ce live, c'est forcément le cas si vous me regardez. Par contre, il faut aussi avoir un compte chez YouTube. Donc c'est gratuit tout ça, mais ça oblige à créer un compte. Alors là, c'est trop tard maintenant, si vous ne l'avez pas fait, ça sera pour la prochaine fois. Mais si vous voulez interagir, en tout cas, il va falloir créer ce compte. Alors allons-y. Les modes,
existants. Donc qu'est-ce qu'il y a actuellement sur les appareils photo? Eh bien en fait, on ne peut pas donner une liste exhaustive parce que ça va dépendre des appareils photo. Sur certains, on va en avoir plus que d'autres. Il y a des modes même complètement exotiques, enfin bon bref, peu importe. Mais en tout cas, il faut savoir que si vous avez un certain nombre de modes qui existent sur un appareil, en achetant un autre, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes modes. Alors, il y a souvent ce fameux mode... hop, je regarde, il y a eu un petit souci, ouais, hop. Donc, il y a souvent ces modes-là, qui sont le mode portrait, paysage, sport, le mode nuit aussi. C'est des modes qu'on retrouve assez souvent sur la plupart des appareils. Ça peut être pratique, hein, donc c'est après à vous de les maîtriser. Pour les maîtriser, justement... quelque chose qu'on fait rarement et que je fais rarement et que certainement plein d'autres personnes font rarement, c'est de lire le manuel. Sur le manuel, en général, est expliqué à quoi servent ces modes. Et donc, ça ne fait pas de mal de le lire, c'est déjà une première approche. Et puis après, bien sûr, quand vous commencerez à maîtriser, vous allez bien comprendre comment fonctionnent ces différents modes. En tout cas, on ne va pas parler de cela pour l'instant. Hein, ça, c'est des modes, on va dire... pour les gens qui ne maîtrisent pas bien, mais ils savent qu'ils veulent faire du paysage, par exemple, donc ils vont se mettre en mode paysage. Mais en fait, si on poursuit un peu notre raisonnement, on va comprendre que, pour du paysage, je veux que tout soit net, donc je veux une grande profondeur de champ. Je sais que pour avoir une grande profondeur de champ, donc une grande zone de netteté, il faut que je ferme au maximum. Donc, en fait, ce mode, il fait ce que vous auriez fait, vous, presque machinalement, une fois que vous l'avez enregistré, c'est qu'il va fermer au maximum. Bon, bref, c'est pour expliquer que tous ces modes-là ne font rien de plus que ce que vous pourriez faire, vous, et en le maîtrisant en plus, donc on évite d'utiliser ces modes-là en général. Il faut aussi savoir que certains modes influencent l'image, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement changer l'ouverture, changer la vitesse, changer les ISO, etc. Ils vont aussi appliquer un traitement sur l'image. Et donc parfois on peut le régler sur certains appareils, on peut dire oui, il faut absolument augmenter la netteté parce que je veux que ce soit plus net, il faut augmenter la saturation, je veux que les couleurs elles soient vives. Eh bien il va le faire automatiquement sur différents modes, donc il faut le savoir. C'est pour ça qu'on déconseille de les utiliser parce qu'on ne maîtrise pas tout ce qui se passe exactement avec ces modes-là. Il y en a certains où on peut voir ce qu'ils font et même peut-être le modifier. D'autres où ils le font, mais on ne sait pas, c'est dit nulle part. Donc on évite. Et sur certains appareils photo, alors là c'est des appareils en général assez haut de gamme, on va pouvoir créer son propre mode, on va pouvoir définir quelles sont les priorités, etc. Ça c'est plutôt rare. Et alors une erreur que en tant que débutant on va forcément faire et que en tant qu'expérimenté on a presque forcément fait, c'est l'expérience là qui parle, c'est que c'est bien, là je vais faire une sortie, je sais pas, galop des chevaux, donc je vais prendre des trucs très rapides, je vais mettre en mode priorité vitesse pour maîtriser le mouvement, etc. Ok, je me suis mis en mode pardon, priorité vitesse. Et puis, c'est bien, j'ai fait toute ma séance de photos, je range mon appareil photo, puis le lendemain, je sors et puis je vais faire des photos de famille. Et j'ai oublié que j'étais dans ce mode-là. Et en fait, toutes les photos que je vais faire vont utiliser ce mode-là. Ça ne va pas forcément dire qu'ils vont être tous loupés, mais en tout cas, pardon, ça veut dire qu'il peut y avoir, on peut être surpris du comportement. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on est rentré de notre sortie, on se remet dans le mode qu'on a considéré comme notre mode par défaut, pour être sûr que chaque fois qu'on prend l'appareil photo, on est dans ce mode-là et qu'on ne se fasse pas surprendre. Bon, voilà. C'est des petites erreurs que j'ai fait, que beaucoup ont fait, et que d'autres feront encore. Si vous pouvez éviter de les faire, ça serait bien. Et il y a 4 modes qui sont présents sur tous les réflexes. Là, je ne pense pas qu'il y ait d'exception. Et donc, on va parler de ces modes-là. Voilà. Alors, le mode auto. Le mode automatique, c'est le mode, alors ça dépend, on va dire, des marques, où on va mettre comment dire, la molette. En général, c'est une molette qu'on tourne pour choisir le mode. On va mettre sur le mode automatique. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer que on n'a rien à gérer. Tout est géré par l'appareil photo. C'est bien. Il va faire des photos correctes. Mais c'est lui qui a fait la photo quasiment. Et c'est lui qui a choisi certaines choses qu'on ne voudrait pas forcément qu'il choisisse. Donc, ça a des avantages.
Un des grands avantages, c'est que l'exposition elle est quasiment tout le temps bonne, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais, la photo n'est pas ni trop foncée ni trop claire. C'est pas tout à fait vrai, hein. Il y a forcément des cas où ça fonctionne pas forcément super bien, mais en tout cas c'est à peu près correct, donc ça c'est bien, on n'a pas à le gérer. On n'a pas à réfléchir, c'est-à-dire qu'on veut prendre une photo, on n'a pas à réfléchir, hop, vitesse, je vais mettre ça parce que là il va vite, parce que machin. Non, là, il y a quelque chose, tac, on prend la photo. Du coup, on est très réactif. Et ça, c'est donc un mode qu'on va privilégier quand on ne sait pas ce qu'on va faire ou quand on va faire peut-être des photos de famille, où là, on n'a pas besoin, on ne veut pas forcément maîtriser le côté artistique de la photo. C'est plutôt le souvenir qui nous intéresse et du coup, il faut toujours être prêt à mitrailler parce que c'est la composition peut-être qui va être le plus important. Voilà, c'est ce que je dis d'ailleurs, hein, adapté aux photos de famille ou aux souvenirs, encore que pour les souvenirs, on pourrait faire d'autres photos. Mais bon, en tout cas, c'est adapté à ce type de photo. L'inconvénient, c'est que d'accord, vous avez choisi la composition, c'est-à-dire que vous avez cadré vous-même, éventuellement même placé des objets ou vous placé à l'endroit où il fallait pour avoir la photo qui vous plaît, mais c'est tout. Vous avez juste choisi le cadre et la composition, mais pas on va dire un peu l'âme de la photo, parce que l'ouverture, la vitesse, etc. va définir quand même quelque chose sur la photo. Ça, c'est un peu embêtant. Un autre problème, donc on ne choisit pas le style de la photo, ouais, c'est un peu ce que je viens de dire, et ça ne va pas forcément du coup correspondre à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, je ne voulais pas voir le flou de mouvement de l'enfant qui est en train de sauter dans l'eau, parce que du coup, il est flou. Ah bah oui, mais là, lui, il ne pouvait pas savoir que c'est un enfant qui saute dans l'eau. Hein. Les appareils photo ne sont pas encore assez intelligents pour ça. Donc du coup, il ne va pas forcément choisir la bonne vitesse, la bonne ouverture, etc. Et il n'y a pas de garantie que ce soit reproductible. C'est-à-dire que vous allez prendre une photo là, comme ça, puis vous en faites une autre, et bien si ça se trouve entre les deux, la luminosité a changé de manière infime, mais ça suffit pour qu'il passe sur la tranche d'ouverture suivante, ou précédente, peu importe, ou de vitesse suivante ou précédente. Du coup, les deux photos qui sont prises à 1 seconde d'intervalle ne vont pas être prises avec les mêmes paramètres. C'est pas forcément gênant, mais ça peut l'être si on veut faire par exemple une suite d'images pour faire un timelapse par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça peut être embêtant d'utiliser le mode automatique pour ça. Et le mode automatique, il se comporte différemment selon les appareils photo. Alors là, effectivement, il y en a qui vont privilégier plutôt la vitesse, d'autres peut-être l'ouverture, d'autres qui sont plus à même de détecter que c'est une photo qui doit être prise comme ça, d'autres non. Enfin bref, donc du coup, si vous changez l'appareil photo, vous pouvez être surpris par le comportement du nouvel appareil photo. On me dit qu'il y a des plantages réguliers de l'image, donc si vous pouviez le noter, qu'est-ce que je peux faire? Je regarde techniquement, je prends 30 secondes pour voir si je peux régler le problème. Ouais, donc je vois pas de solution là pour régler le problème. Alors ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas grand chose à faire là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer normalement, tant pis, je vais au-cutter comme vous dites. Et puis la vidéo normalement qu'on mettra en ligne, elle devrait pas avoir de soucis. Je pense que c'est chez YouTube le problème, parce que ici, ça me dit que ça envoie correctement les données sur le site de YouTube. Alors peut-être qu'ils sont débordés, parce qu'effectivement, on ne doit pas être les seuls à avoir ce genre de réaction face au confinement. Donc voilà, écoutez, je vais continuer. Hop. Donc il y a 3 modes à privilégier. En dehors du mode automatique, puisque ce mode automatique, il a cet inconvénient de ne pas maîtriser exactement ce qu'on fait. Donc voilà la molette dont je parlais avec les 3 modes. Hop, je vais afficher ça en plus gros. Donc vous voyez le mode M.
qui est le mode complètement manuel. Le mode A qui veut dire aperture, qui en fait signifie ouverture en français. Donc c'est priorité à l'ouverture. Le mode S qui signifie speed, donc priorité à la vitesse. Et le mode P qui est un mode automatique, on va dire. Ok, je reviens. Hop, j'ai mon téléphone qui se déconnecte. Donc je continue. Le mode entièrement manuel. Le mode priorité ouverture, c'est donc ce que je vous ai montré, c'est le petit A là. Le mode priorité vitesse, c'est le S. C'est TV chez Canon. Le A, c'est AV chez Canon. Ça, c'est chez Nikon. Et le comportement, il est facilement prévisible. C'est ça le gros avantage de ce mode. C'est que le comportement est facilement prévisible. On sait exactement comment ça va se comporter. Et quel que soit l'appareil photo que vous allez utiliser, eh bien, ça va toujours se comporter de la même manière. Et ça, c'est intéressant parce que si vous avez, par exemple, 2 appareils photo, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre en toute facilité. Si par contre, vous aviez 2 appareils qui se comportent différemment, ça ne serait pas facile de se remettre à chaque fois dans l'esprit de chacun des appareils. Voilà. Et ces modes-là n'effectuent en général pas de traitement particulier sur la photo. Alors je vais introduire une notion qu'on n'a pas parlé encore cette année, c'est ce qu'on appelle le RAW ou le JPEG. Les images peuvent être enregistrées en JPEG. En JPEG, c'est des images qui sont en fait compressées, qui vont perdre donc certaines données, hein, donc on n'a pas le maximum d'informations. Si vous avez la possibilité d'enregistrer dans un format qu'on appelle le format RAW, là c'est un format bien plus intéressant parce qu'on ne perd pas d'informations. Enfin, en tout cas, on a les informations qui viennent du capteur, on a un maximum d'informations, on va dire. Et l'inconvénient de ce mode RAW, c'est que les fichiers sont plus gros, ça c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on ne pourra pas donner une image RAW à quelqu'un comme ça pour dire tiens, voilà une image de moi. Parce qu'une image RAW, tous les logiciels ne savent pas les ouvrir. Donc il faudra faire un traitement derrière pour en faire un JPEG qu'on donnera à la famille ou à qui que ce soit. Donc ce format RAW, c'est pas à faire n'importe quand, mais quand vous allez faire des photos que vous allez vous-même, vous savez que vous allez les traiter ou que vous allez les transformer peut-être après éventuellement, vaut mieux le faire en RAW parce que ça vous permettra beaucoup plus de latitude dans ce qu'on appelle le développement de la photo. Ensuite, oui, et donc le format RAW aussi, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que du coup la photo elle n'est pas altérée. Quand on sauvegarde en JPEG, souvent il y a des paramètres dans l'appareil photo où on va pouvoir dire alors en JPEG il faut compresser très fort, pas fort, ou alors en JPEG vous allez sauvegarder avec telle résolution, ou enfin voilà, on va pouvoir changer des choses sur le JPEG, alors que le RAW, lui, c'est l'image qui provient du capteur directement, et du coup, on a toutes les informations nécessaires. Bon, bref. En tout cas, pour la famille, pour tout ça, c'est du JPEG. Quand on fait pour nous, pour des photos plus artistiques sur lesquelles on va travailler, vaut mieux faire du RAW. C'était une aparté. Le mode entièrement manuel. Alors ce mode-là, c'est bien, on maîtrise tout. Hein. On maîtrise complètement les paramètres de la photo. On maîtrise l'ouverture, on maîtrise la vitesse, on maîtrise la sensibilité du capteur. Donc ça, c'est vraiment génial. Le résultat, il est reproductible. Hein. Une fois qu'on a réglé quelque chose, on peut faire 1000 fois la même photo. Ça sera toujours pris avec les mêmes paramètres. On est sûr que toutes les photos seront, on va dire, cohérentes les unes par rapport aux autres. Ça, c'est pour le timelapse essentiellement. On en parlera cette année, je pense, du timelapse. Donc c'est pour ça que j'en parle. On est auteur à part entière de la construction de la photo. On n'a pas seulement choisi la composition, on a choisi aussi la façon dont la photo allait être prise, avec quels paramètres, et du coup, quelle est la profondeur de champ, quelle est la vitesse de déplacement des objets, etc. Enfin, l'impression de vitesse sur la photo. On a choisi tout ça. Le grain, éventuellement, grâce à la sensibilité. Mais l'inconvénient, c'est que c'est trop difficile pour un débutant. Se mettre en mode complètement manuel pour un débutant, ça fait trop de paramètres à régler d'un coup. Et donc, on n'est pas forcément capable de régler tous ces paramètres comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut y aller progressivement et je ne conseille pas à un débutant d'aller passer directement au manuel. Le mieux, c'est de passer d'abord par des bons intermédiaires qu'on va voir juste après.
le risque de ce mode complètement manuel, c'est qu'on peut sur- ou sous-exposer sa photo parce qu'on a mal anticipé les paramètres qu'on allait utiliser. Bon, ça arrive, hein, mais quand on a un petit peu de maîtrise, après, ça arrive quand même pas trop souvent. Et puis, alors là, ce mode entièrement manuel, c'est bien, donc ça veut dire qu'il faut pouvoir régler, donc on tient notre appareil photo, il faut pouvoir régler la vitesse, pouvoir régler l'ouverture et pouvoir régler la sensibilité. Alors, bon, mettons qu'on ait 3 doigts, il faudrait qu'il y ait 3 molettes, c'est rarement le cas. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut maîtriser correctement son appareil photo. Déjà, si on est dans le noir, ça va être difficile, parce qu'on ne sait pas où sont les boutons, enfin bon, bref. Et puis, certains appareils vont être plus ou moins efficaces pour ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont 2 molettes, d'autres qui n'en ont qu'une. Mais alors, du coup, pour modifier la vitesse, par exemple, c'est une molette. Et puis, pour modifier l'ouverture, il faut appuyer sur un bouton en même temps qu'on tourne la molette. C'est quand même moins pratique. Alors que d'autres ont 2 molettes, par exemple, séparées. Bref. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ce mode-là, il a quand même pas mal d'inconvénients. Il faut l'utiliser quand vous commencez à maîtriser, quoi. Mais bon, vous vous en rendrez compte de vous-même, je pense. Il nécessite de l'expérience, c'est ce que je viens de dire, donc vaut mieux pas se lancer directement dans le mode manuel en partant du mode automatique. Alors voilà par exemple une photo, je vais la mettre en plus gros, la photo en haut à droite qui est faite en mode manuel. Pourquoi? Parce que c'est une photo faite en studio, et en studio on maîtrise, on sait quelle lumière va y avoir, etc. Et du coup, on peut choisir son paramètre d'ouverture, de vitesse, etc. Et on sait que la lumière ne va pas changer. Donc du coup, nos photos, on sait qu'elle sera toujours correctement exposée. Bon, c'est un cas un peu extrême. Un autre cas où il y a absolument besoin du mode manuel aussi, c'est par exemple les photos de gouttes d'eau. Hein, le problème, c'est que là, la goutte d'eau, alors bon, on peut le faire manuellement, mais il y a aussi des automatismes où ça va automatiquement comment dire, déclencher l'appareil photo au moment où la goutte tombe. Mais aussi ça va déclencher les flashs. La mise au point sur la goutte, il n'aura jamais le temps de la faire parce qu'elle ne reste pas assez longtemps en suspension comme ça. Donc du coup on est obligé de mettre au moins le focus en mode manuel pour faire la mise au point de manière manuelle. Et ensuite on sait que le flash, quelle lumière ils vont envoyer, etc. Vaut mieux se mettre en mode entièrement automatique, sinon on risque d'avoir, ce que je disais tout à l'heure, une photo bien, puis celle d'après moins bien parce qu'il a mal estimé le truc, et puis l'autre mieux parce qu'il y avait un reflet. Enfin bon bref, c'est pas possible, il vaut mieux se mettre en mode manuel. Et puis le dernier cas, oui, bon, moi j'ai pris l'exemple de la Lune, ça c'est ce qu'on appelle, c'est une éclipse de Lune en fait, hein, la Terre cache le Soleil pour la Lune, donc la Lune ne voit plus le Soleil, et donc elle devient orangée comme ça, parce que les rayons du Soleil se reflètent sur l'atmosphère terrestre, deviennent rouges du coup, comme on le voit quand le Soleil est à l'horizon, et vont éclairer la Lune, donc c'est un peu ce qu'on appelle la Lune rousse là. Et ça, ben alors là l'exposition, l'appareil photo, il ne sait pas gérer ce genre de choses. Hein. Donc là, il faut clairement se mettre en mode complètement manuel. Bon, c'est des cas particuliers. Mais avant de passer au mode manuel, il vaut mieux peut-être passer par 2 autres modes. Le premier mode, c'est le mode priorité ouverture. Donc on choisit l'ouverture, c'est-à-dire le diaphragme qu'il y a dans l'objectif va pouvoir s'ouvrir ou se fermer selon notre volonté. Donc il faut savoir que bien sûr, plus on le ferme et moins il y a de lumière qui passe, plus la photo sera sombre, et plus on l'ouvre, hein, plus il y a de lumière qui passe. Ce mode-là, c'est par exemple, ah oui, je vais vous montrer 3 photos, hop, je les affiche, et je vous les montre en plus gros plan. Sur la photo de gauche, vous voyez la voiture, et en fait le but, c'était, je voulais que la voiture soit nette, évidemment, mais je voulais aussi que l'arrière-plan soit flou, mais qu'on distingue quand même à peu près ce que c'est, sans vraiment voir en détail, parce que je ne veux pas qu'on s'attarde sur l'arrière-plan. Je veux juste garder un peu plus sa couleur, on va dire. Donc j'ai choisi une ouverture qui est quand même assez importante, mais qui n'est peut-être pas au maximum, mais qui est assez importante. La deuxième photo, alors là, c'est donc des montgolfières, en fait, c'est des brûleurs de montgolfières. Et je voulais que le photographe, ou la photographe plutôt qui se trouve derrière, soit quand même visible, sans être nette, puisque ce n'est pas le sujet de cette photo. Mais je voulais quand même qu'on la distingue et éventuellement même qu'on puisse la reconnaître. Donc du coup, j'ai pas ouvert en grand parce que sinon elle serait extrêmement floue, beaucoup trop. Du coup, j'ai choisi d'ouvrir de manière un peu plus petit, enfin plus fermée, on va dire.
et du coup, elle est floue, mais pas trop. Voilà, on distingue ce qu'il y a derrière. Et puis enfin, la dernière photo, alors là, c'était carrément l'inverse. Le sujet me plaisait bien, et je voulais absolument que l'arrière-plan soit flou, complètement flou. Et bien là, j'ai choisi une ouverture maximale. Donc j'ai ouvert en grand, hein, j'ai au maximum l'objectif, et en ouvrant en grand l'objectif, ça fait un arrière-plan qui va être très flou, puisqu'on a réduit la distance de netteté, donc la profondeur de champ. Voilà pour ce mode ouverture. Donc si vous vous en rappelez, on en a parlé pas mal le mois dernier. Donc ça, c'est un mode à utiliser quand on a besoin de maîtriser la profondeur de champ. Si on veut une profondeur de champ faible, eh bien, on va choisir une grande ouverture. A l'inverse, si on veut que la profondeur de champ soit grande, c'est-à-dire que la zone de netteté soit très grande, on va choisir plutôt une petite ouverture. C'est très adapté pour les compositions sans mouvement. C'est-à-dire que pour le paysage, par exemple, alors un paysage, ce qu'on veut en général, c'est que tout soit net. On veut voir tout dans le paysage. On veut que notre œil, sur la photo, puisse se balader un peu partout dans le paysage. On veut que tout soit net. Bon, bah ok, pour que tout soit net, on l'a compris, il faut fermer pour que la profondeur de champ soit grande. Alors qu'à l'inverse, quand on va faire ça c'était pour un paysage, quand on veut faire un portrait, on veut que la personne qui se trouve devant nous, dont on veut prendre le portrait, soit bien nette pour que l'œil du spectateur soit attiré par cette personne-là et qu'il ne soit pas perturbé par tout ce qu'il y a en fond ou autour. Donc du coup, on va choisir une profondeur de champ très faible, donc grande ouverture, pour que le sujet soit net et que l'arrière-plan soit tellement flou que l'œil du spectateur, bon, il va voir les couleurs, mais il ne va pas s'attarder sur les détails qu'il y a en arrière-plan. Voilà. Et c'est aussi un mode qui est adapté pour les faibles luminosités, parce qu'en fait, quand on n'a pas beaucoup de lumière, on n'a pas d'autre choix, il va falloir en capter un maximum. Et donc, pour en capter un maximum, il faut ouvrir au maximum. Donc, on va choisir le mode priorité ouverture, et puis on va ouvrir au max. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, ce mode priorité ouverture au niveau de l'appareil photo? Ça veut dire que vous choisissez, vous, photographe, l'ouverture, et l'appareil photo, lui, va choisir automatiquement, vous n'avez pas besoin d'y toucher, la vitesse de prise de vue, enfin de lever et de baisser de rideau, pour que la photo soit correctement exposée. Donc vous n'avez pas besoin de vous occuper de gérer si c'est assez ou pas assez exposé. Vous gérez l'ouverture et c'est tout, le reste sera géré par l'appareil photo, donc votre photo sera quand même correctement exposée. Sauf bien sûr s'il fait nuit, que vous fermez au maximum, enfin bon bref, si on est dans des cas limites, ça passera pas. Je jette un œil s'il y a quelques questions, et voir si ça va mieux au niveau... on me demande si j'ai le hockey, hein, non, j'ai pas le hockey. Ici tout va bien, j'ai pas ma petite bière à côté, non, tout va bien, hein, je vous montre, voilà, c'est clean, hein, bon, si je vous montre par là-bas, ça serait pas pareil. Ok, donc il n'y a pas de questions a priori. Parfait, je vais continuer. On va passer au mode priorité-vitesse. Donc priorité-vitesse, on choisit la vitesse. Donc la vitesse, c'est le temps pendant lequel le capteur va être imprégné de lumière. C'est-à-dire qu'il y a un rideau qui se lève, la lumière rentre, imprègne le capteur, donc ça dure un certain temps, et puis ensuite ça se referme, souvent par en bas. Et hop. Ce mode-là, il va permettre de définir plutôt le mouvement. Et donc pourquoi? Parce que en fait, bien sûr, vous imaginez que si vous ouvrez le rideau, le capteur s'imprègne et qu'il y a par exemple une voiture qui passe. Cette voiture, elle s'imprime sur le capteur à un endroit. Et si ça reste ouvert, ben la voiture elle est là, puis après elle est là, puis après elle est là, puis après elle est là, elle est là. Et si pendant tout ce temps-là le capteur il est ouvert, ben la voiture elle va imprégner toute cette zone du capteur. Et donc, vous aurez un beau flou. Hein. Donc, c'est peut-être volontaire, hein, c'est pas un problème, au contraire. Parfois, on veut le flou pour montrer le mouvement. Mais voilà, c'est ça. Donc, on ouvre, on reste ouvert un certain temps et on referme. Et ce temps va définir comment on imprègne le mouvement sur le capteur. Il y a des blagues qui circulent, là, j'en parlerai après. Ça permet donc de le figer, ce mouvement, ou au contraire de le montrer plus précisément. Le figer, c'est-à-dire que par exemple, vous avez quelqu'un qui est en train de sauter dans l'eau,
Si vous prenez avec une vitesse très élevée, eh bien en fait ça veut dire que ça va faire quoi? Le rideau il va s'ouvrir, se fermer. Hop, il s'ouvre, il se ferme. Pendant ce temps-là, eh bien, dans le temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc la personne qui est en train de sauter dans l'eau, elle est quasiment au même mouvement, au même endroit, pardon, pendant tout le temps où ça a été ouvert. Du coup, sur le capteur, qu'est-ce qui se passe? On va juste voir la personne à cet endroit-là, et c'est tout. Elle ne bouge pas. Elle est en suspension dans l'air. Il n'y a aucun flou de bouger, puisque ça n'a pas eu le temps de bouger tellement on a été vite. Alors bien sûr, pour qu'il y ait assez de lumière, si on ouvre très peu, il faut qu'on ouvre, si on ouvre pendant un temps très court, pardon, il faut que l'ouverture, elle, soit grande, parce qu'il faut qu'il y ait quand même assez de lumière qui rentre. Donc, plus le temps est petit, plus il faut que l'ouverture soit grande. D'accord ? Bon, bref. C'est juste pour expliquer que, du coup, ce temps d'ouverture, il est important. À l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, au lieu d'ouvrir vite, on va ouvrir, puis laisser ouvert longtemps, puis refermer. Imaginons un enfant qui est en train de courir, on ouvre, l'enfant il est là, puis après il est là, et puis là, sur le capteur, il va se déplacer. Et donc il va y avoir un flou comme ça sur le capteur pendant tout le mouvement, pendant tout le temps où le rideau est ouvert. C'est aussi un mode qui est adapté aux longues focales. Oui, on a un problème avec les longues focales. Donc la focale, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est défini en millimètres sur nos objectifs. Quand on achète un objectif, on achète un 50 mm, un 200 mm, un 500 mm. Plus la focale est grande, plus ça zoome, on va dire, plus ça grossit l'objet sur le capteur. Donc ça c'est très adapté pour faire de l'animalier par exemple. On a pas mal de personnes qui font de l'animalier dans le club. Ces longues focales sont adaptées à ça. C'est bien, sauf que plus c'est long, il y en a qui disent plus c'est bon, là je suis sûr sur le forum, mais plus c'est long et plus le moindre mouvement va avoir une incidence, puisque ici on bouge d'1 degré, 1 degré à 50 mètres, ça fait une grande distance. Donc ça veut dire qu'avec une longue focale, on va plutôt avoir tendance à avoir des flous de bouger, parce que nous-mêmes, en prenant la photo, on va bouger. Et il suffit de bouger de manière infime pour que ça fasse un flou sur la photo. Du coup, pour éviter ça, on va prendre des photos avec une vitesse très élevée. Du coup, hop, ça s'est ouvert, ça s'est fermé, pendant ce temps-là, on n'a pas eu le temps de bouger l'objectif, enfin, l'appareil et l'objectif, quoi. Donc c'est adapté pour ces très longues focales. Par exemple là, je vous la montre en plus gros plan, j'ai fait une photo de saut à cheval, et pour que le cheval soit net, j'ai pris une photo à une vitesse très élevée. Donc en faisant à vitesse très élevée, ça fige le mouvement. Le cheval, il est figé en l'air, comme ça. Voilà, il est figé en l'air. C'est ce qu'on appelle figer le mouvement. Et puis, à l'inverse, cette deuxième photo, c'est un TGV, donc fait à Saint-Arnoux. Ici, là, vous pouvez, si vous voulez le faire, hein, c'est facile. Hein, vous allez à l'entrée de l'autoroute, là, sur le côté, là, le petit parking, vous allez vous mettre le long des voies de TGV, puis hop, vous prenez les TGV qui passent. Et bien là, comment j'ai fait? En fait, là, j'ai ouvert longtemps. Pourtant, le TGV, il est net. Ouais, d'accord, le TGV, il est net. Pourtant, il se déplaçait vite. Ouais, c'est vrai, il ne roulait pas à 10 km/h. Sauf que je l'ai suivi. C'est-à-dire qu'avec l'appareil, j'ai fait ce qu'on appelle un filet. Et ça se fait avec une pause assez longue. Alors, quand on dit long, c'est effectivement, long, c'est un 30e de seconde dans ce cas-là, par exemple, ou peut-être un 20e maximum, mais pas, voilà, c'est dans ces eaux-là. Et bien, en fait, j'ai fait quoi? J'ai pris le TGV, il était là, hop, je l'ai pris avec mon appareil photo, et puis j'ai appuyé, et pendant tout le temps où c'est resté ouvert, j'ai suivi le TGV. Alors, ça demande un peu d'habitude, hein, vous n'allez pas réussir du premier coup, hein, mais au début, on le fait au 1/100e, puis après au 1/80e, puis au 1/60e, puis au 1/50e, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à des vitesses sympas. Et donc je l'ai suivi. Donc finalement, sur le capteur, il était toujours au même endroit puisque je le suivais. Son image projetée était au même endroit puisque je le suivais. Donc il est net. Par contre, l'arrière-plan, lui, comme j'ai bougé comme ça, l'arrière-plan, qu'est-ce qui se passe? Il est flou. Et il est flou avec une traînée comme ça, parce que je me suis déplacé dans ce sens. Donc ça donne l'impression de mouvement. C'est une des façons de donner l'impression de mouvement. Voilà, ça c'était le mode priorité vitesse. Je refais une petite pause pour voir s'il y a des questions.
Euh, Comment décider de sa vitesse pour avoir le sujet net? Et ben ça c'est voilà, c'est un petit peu ce dont je parlais. Plus le sujet va bouger vite, en général plus il va falloir une vitesse élevée pour qu'il soit net. Mais si on a un peu d'expérience, on arrive à suivre. Alors ça dépend de ce qu'on va prendre, hein, mais si par exemple, hein, je m'intéresse à la danse, ok. La danse, les danseuses ou danseurs, ils vont faire des mouvements. Hop, ils vont faire ça, je vous fais un super pas là. Voilà, ils vont faire ça. Très bien. J'ai le choix de prendre le mouvement au moment où il fait ça, c'est-à-dire qu'il est en plein déplacement, ou alors au moment où il a fait ça et il va redescendre. Et bien à ce moment-là, le danseur ou la danseuse, ils sont plus ou moins figés. Pendant un très court instant, ils ne bougent quasiment pas. Il vaut mieux choisir ces moments-là. Donc quand on connaît la chorégraphie qu'ils vont faire, parce qu'on les a vus en répétition, c'est pareil, c'est valable pour d'autres choses. Hein. Quand on connaît, je sais pas, le handball par exemple, et qu'on sait qu'ils font les mouvements comme ça, on sait que c'est à ce moment-là qu'il va falloir le prendre. Enfin voilà, il faut connaître son sujet, effectivement. Mais la règle générale, si on veut figer pour pas que ce soit flou, on va prendre le plus vite possible. Maintenant, c'est pas toujours génial de figer, parce que du coup, il nous manque un peu ce qui se passait en vidéo. On voit bien que ça bouge, mais en photo, on ne voit pas. Donc on pourrait croire qu'une voiture de course, par exemple, si vous la prenez de manière figée, on pourrait croire qu'elle était arrêtée à ce moment-là. Il n'y aura pas de différence entre une photo de la même voiture arrêtée, prise en pause un peu plus longue, ou alors prise très rapidement pendant qu'elle est en train de se déplacer. Donc, des fois, il faut quand même choisir, quitte à ce que le sujet soit un petit peu flou, mais au moins ça donne une âme à l'image, quoi. Enfin, une âme, l'intention dans l'image. Ok, je passe à la suite. Comment choisir le bon mode? Alors ça, c'est justement, quand on est débutant, c'est un peu une question qu'on se pose au début, quel mode je vais choisir? Et en fait, vous verrez que, là je m'adresse surtout aux débutants, c'est qu'au début, effectivement, on ne sait pas, et après, mais c'est complètement naturel, on ne se pose pratiquement plus la question, quoi. Voilà, donc c'est, comment dire, avec l'expérience que ça va venir. Alors, pour choisir le bon mode, première question à se poser, est-ce que la scène est statique? Est-ce que les objets qu'il y a sur la scène sont tous figés? S'ils bougent, si les objets bougent, en général, on va se mettre en priorité vitesse. Ce que je vais dire là, ce n'est pas une vérité absolue, c'est en général. Voilà. Priorité vitesse quand ça bouge. Pour montrer la vitesse, enfin le mouvement, ou au contraire pour le figer, mais en tout cas priorité vitesse. La scène est statique, c'est-à-dire que là les objets ne bougent pas. Alors si les objets ne bougent pas, on va est-ce qu'on a besoin, on va se poser la question, est-ce qu'on a besoin de maîtriser la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté? Hein, typiquement, quand on fait un portrait, on veut maîtriser, c'est statique, et en plus on veut maîtriser la profondeur de champ. Par contre, quand on va faire, je ne sais pas, photographier un musée, maîtriser la profondeur de champ, peut-être pas, parce que de toute façon, on veut voir un peu tout ce qu'il y avait dans le musée. Bon, bref. Ou alors, oui, on veut la maîtriser parce qu'on veut que tout soit net. Enfin, bon, bref, des fois, on ne veut pas. En tout cas, si on veut, comme l'exemple du portrait ou du paysage, où là, on veut que tout soit net, portrait, on veut qu'il n'y ait qu'une petite partie qui soit nette, eh bien, si on veut maîtriser, on va se mettre en mode priorité ouverture. Mais il se peut qu'on ne veuille pas maîtriser la profondeur de champ. Ok, on ne veut pas la maîtriser. Est-ce qu'on est sur un zoom important, c'est-à-dire une longue focale? Rappelez-vous, s'il y a longue focale, il y a risque de bouger. Hein, en général, il y a une règle qui dit que pour éviter qu'il y ait trop de flou de bouger, on se met à la vitesse de son, comment dire, de sa focale. On prend un 200 mm, on va se mettre au 2 centièmes de seconde, ou plus, c'est-à-dire 4 centièmes, 8 centièmes, etc. Lève la jambe plus haut, je peux. Hein. Oh, bon, j'ai un problème au genou en ce moment, donc non, je ne vais pas pouvoir. Donc, zoom important veut dire qu'il va falloir éviter le flou de bouger à cause du mouvement qu'on a quand on appuie sur le déclencheur. Et du coup, si on a un zoom important, on va plutôt prioriser la vitesse pour justement éviter ces flous de bouger à cause du zoom. D'accord ?
Bon, ça c'est... Voilà, c'est une... Ou alors, non, on n'a pas de zoom important, on ne veut pas maîtriser la profondeur de champ, la scène est statique, comme on veut. Là, il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Donc voilà, avec ça, normalement, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Hein. Une, deux, et, en général, et trois maximum. Mais en général, en première question, déjà, hop, on peut déjà avoir la réponse. Et éventuellement, on peut se poser une deuxième question pour avoir la... Voilà. Mais vous posez juste ces deux questions-là, et vous devriez savoir si vous devez utiliser ou pas le mode priorité-vitesse plutôt que le mode ouverture. Voire, si vous êtes un peu plus expérimenté, après, le mode complètement manuel. Après, il y a d'autres modes dont je n'ai pas parlé, hein, et je ne vais pas parler là pour pas trop introduire de choses, mais il y a des modes qui sont semi-priorité vitesse, machin. C'est quand on met les ISO en mode automatique. Ça nous donne encore une latitude. Mais bon, on ne va pas en parler là, c'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de ce que je viens de dire ce soir? Qu'est-ce qui est important finalement dans tout ce que je viens de dire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir là. Il y a trois modes, le mode manuel, le mode priorité ouverture et le mode priorité vitesse. Je ne parle pas du mode automatique, hein, que là tout le monde connaît et maîtrise, dans le sens où il y a juste à appuyer sur le bouton. Le mode priorité ouverture, il va nous servir à maîtriser la profondeur de champ. Alors ça, on l'avait vu un peu quand même le mois dernier. Hein. Donc, priorité ouverture, il faut penser, c'est pour la profondeur de champ. Donc si dans la photo que je veux faire, je sais quelle profondeur de champ je veux, je vais choisir plutôt priorité ouverture. C'est un exemple de photo où j'ai choisi le mode priorité ouverture parce que je voulais maîtriser le flou qu'il y avait en arrière-plan. Et surtout avoir cette zone nette qui soit assez faible finalement. Le mode priorité vitesse, lui, il va servir à gérer le mouvement, le figer, ou au contraire le montrer, ou l'exagérer peut-être même. Voilà un exemple. Alors là on se dit, mais il n'y a rien qui bouge, là c'est nul son histoire. Alors, je vous la montre un petit peu plus gros. C'est une photo faite en Guadeloupe, là, et j'étais sur un rocher, et c'est la mer que vous voyez tout autour. Alors là, la photo est petite, alors ça ne prend pas trop d'ampleur, mais cette mer, elle était très agitée. Et bien en fait là on ne voit pas du tout qu'elle est agitée. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que j'ai choisi de faire une très longue pause. Donc j'ai choisi le mode priorité vitesse finalement pour que ce soit ouvert pendant très longtemps. Et donc le sac et ressac qu'il y a eu pendant tout ce temps-là, ça s'est lissé finalement. C'est ce qu'on voit qui est assez doux sur la mer. Bon, ça se voit peut-être pas trop là, mais en grand ça se voit. Et donc voilà, donc j'ai choisi ça. Pas forcément pour montrer le mouvement, là, mais pour donner un petit effet de lissage. Et le mode manuel, c'est quand on veut tout maîtriser. Alors là, c'est déjà plus dur à maîtriser. Hein. Je pense qu'il faut un peu de temps avant d'y arriver. Mais en tout cas, en passant par ces deux premiers modes avant d'y arriver, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Tout le monde s'en sort. Il y a des choses pour lesquelles c'est plus facile parce que parfois on va faire des photos où la réactivité est importante, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire tous nos réglages avant de faire la photo. Bon, bah, dans ce cas-là, on va peut-être, même moi, hein, enfin même les gens expérimentés, ils ne vont pas utiliser tout le temps le mode manuel. Hein, on a beau avoir l'habitude, on ne va pas utiliser le mode manuel. C'est parfois plus efficace de prendre le mode priorité ouverture ou priorité vitesse. Voilà, un petit tour, voir s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions, ok, très bien, je voulais juste jeter un œil. Ok, ça a l'air d'aller. Alors, hop. Ah oui, alors ça c'était un mode, voilà, une photo faite en mode manuel, hein, je vous la montre. Parce que c'était fait en studio. Et en studio, c'est vrai qu'on se met quasiment tout le temps en mode manuel parce qu'on veut pouvoir reproduire. En général, souvent en studio, on va faire la photo, on va regarder si tout est parfait. Et puis ça ne l'est pas forcément. Donc on va en faire une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Imaginons qu'on ne le mette pas en mode tout manuel, et bien il pourrait lui décider entre deux photos là, de changer un peu, sauter un cran d'ouverture ou un cran de vitesse, ce qui nous changerait tout, ça serait vraiment embêtant. Donc on se met en mode complètement manuel. Voilà. Hop, et on en arrive aux questions. Donc si vous avez des questions, allez-y. N'hésitez pas sur le chat, là. Il y a Laurent qui me fera suivre. Je vais
proposer un exercice, et puis je répondrai aux questions après s'il y en a. Je vais vous proposer un exercice à faire. Le mois dernier, on avait fait un exercice sur l'ouverture pour maîtriser la profondeur de champ. Cette fois-ci, on va faire un exercice sur la priorité à la vitesse pour maîtriser justement cette vitesse. Alors je vais vous proposer un truc, ça tombe bien, on n'est pas loin de Noël là, et peut-être que dans les enfants que vous avez, dans vos connaissances, il y en a qui ont des trains électriques. Et bien c'est un exemple, c'est ce qu'on faisait dans les ateliers en vrai. On photographiait un train électrique comme ça qui tournait, et on essayait de faire ce qu'on appelle un filet, c'est-à-dire de suivre le train en ayant une pause assez longue. Alors assez longue, là, c'est, je ne sais pas combien a été faite celle-là, mais c'est genre un 60e, un 40e de seconde, quoi, quelque chose comme ça. Alors si vous n'avez pas de train électrique, il y avait une autre chose que vous pouvez faire pour bien se rendre compte de cette priorité à la vitesse, c'est prendre un ventilateur. Vous le mettez à une vitesse assez faible. Enfin, si vous en avez un, vous le mettez à une vitesse assez faible, puis vous prenez les pales du ventilateur, et vous allez voir que selon la vitesse, ça va vous faire des choses différentes. Si vous le prenez à une vitesse très élevée, donc là il va falloir apporter un maximum de lumière, il va être comme arrêté. Alors que si vous le prenez à une vitesse un peu moins élevée, donc pendant plus longtemps, et les pales, vous allez voir qu'il y a un flou de mouvement. Et si vous le prenez avec une vitesse très très longue, vous n'allez même plus voir les pales, vous allez juste voir un flou de choses qui bougent. Comme ça. Voilà. Hop, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc je vais attendre 2-3 secondes et puis ça va être la fin de l'atelier. Alors il y a eu des petits couacs techniques apparemment au début, là je suis désolé, je ne pense pas que ça vienne de chez nous. En tout cas j'ai enregistré là, donc de toute façon vous l'aurez en manière fluide sur la chaîne YouTube du club. À partir de demain je pense, j'aurai le temps de faire ça demain soir je pense. Voilà, bon, il n'y a pas de questions, donc je vous laisse, merci, et on se retrouve dans un mois.